Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h02. J'ai souhaité revenir sur l'information qui a alimenté toutes les chroniques hier. 8 milliards d'humains sur Terre, c'était hier. 8 milliards d'êtres humains sur Terre. Alors je pose la question. Est-ce inquiétant? Pour certains, c'est inquiétant. Pour d'autres, non. Si l'on est inquiet, pourquoi doit-on être inquiet? Nous allons développer tout cela. Les conséquences, évidemment, un problème. Il faut donner à manger à tout le monde, première chose. Ensuite, il faut préserver notre planète. Donc, il faut réfléchir à la manière dont ça va. Nous allons nous conduire, nous, êtres humains. 9 milliards 700 000. Nous serons 9 milliards 700 millions en 2050. 9 milliards 700 millions en 2050. Pour parler de tout cela, nous avons avec nous Gérald François Dumont, qui est géographe, économiste, démographe, président de l'association Population et Avenir. Merci d'être avec nous. Bonjour. C'est un plaisir d'avoir avec nous un grand démographe. Avec nous, Emmanuel Pont, qui est ingénieur, auteur du livre « Faut-il arrêter de faire des enfants pour sauver la planète » aux éditions Payot. Vous étiez là avec nous hier. Je vous remercie de revenir nous voir ce matin. Nous avons aussi avec nous Jean-François Riffaut, qui est le directeur d'Action contre la faim, qui va venir nous rejoindre. Et puis, par Zoom, Jean-Louis Berthaud, qui est chercheur spécialiste des atmosphères planétaires au CNRS. Bonjour, Jean-Louis Berthaud. Bonjour. Merci d'être avec nous. Allez, commençons. Est-ce inquiétant? 8 milliards d'êtres humains sur Terre, 9 milliards 700 millions en 2050. Est-ce inquiétant? Commençons avec Gérard François Dumont. Je crois qu'il faut d'abord exercer son sens critique. C'est-à-dire que ce chiffre de 1000 milliards, personne ne sait s'il correspond à une réalité. Ce n'est qu'un ordre de grandeur, puisqu'il faut savoir que pour connaître la population d'un pays, il faut effectuer des recensements. Oui. Et dans de très nombreux pays, il n'y a pas eu de recensement depuis plusieurs décennies. Dans d'autres pays, il est impossible d'organiser des recensements compte tenu des situations de guerre ou de conflits civils. Et puis, il y a eu la pandémie Covid-19, qui fait que, par exemple, le recensement en Inde a été repoussé, alors qu'il devait avoir lieu en 2020. Qu'en France, nous avons supprimé les enquêtes de recensement 2021. Donc, vous voyez qu'en fait, ce chiffre de 8 milliards, c'est une estimation. Il faut le dire très fortement, c'est une estimation. Avec une marge d'erreur qui est estimée aussi, ou pas? Qui peut être de 5 ou 6%, parce qu'en plus, j'ai oublié de citer les pays qui souhaitent avoir une population plus importante pour s'affirmer dans le monde, ou pour bénéficier de subventions internationales plus élevées. Donc, il est clair que, par exemple, le chiffre de population indiqué par la Chine est quand même un chiffre politique. Et il n'est pas improbable que la population de la Chine soit moins nombreuse que ce qu'annonce le gouvernement, qui nous dit que la Chine est encore plus peuplée que l'Inde. Et quant au chiffre de 9,7 milliards que vous avez annoncé, là aussi c'est une projection et absolument pas une certitude. Moi j'aime à dire qu'il faut parler de perspectives conditionnelles, c'est-à-dire 9,7 milliards, ce sont des perspectives conditionnées aux hypothèses du départ. Bien, alors je vais faire un petit tour de table. Emmanuel Pont, vous êtes d'accord? Une estimation, et comme le disait Gérard François Dumont, 5-6% de marge d'erreur. Alors l'ONU dit un peu moins, alors moi je ne suis pas spécialiste de la question, mais voilà, c'est effectivement c'est à quelques pourcents, et cette date du 15 novembre, c'est plus l'occasion d'en parler, de marquer le coup. Voilà, c'est volontaire, quoi. C'est une opération de communication, si je comprends bien. Exactement. Voilà. Après, sur l'inquiétude, je pense que c'est intéressant de revenir sur ce chiffre, parce que dans ces 1 milliard, on compte pour à la fois l'Indien d'Amazonie et le milliardaire américain, et au milieu, toute la palette gigantesque des modes de vie, des sociétés, etc. Oui. Et donc, on a ce chiffre de population mondiale qui finalement dit pas forcément grand-chose, parce qu'il regroupe des situations qui n'ont absolument rien à voir, notamment du point de vue de l'environnement, de l'alimentation, du niveau de vie, etc. Jean-Louis Berthaud, ce chiffre est une estimation, Jean-Louis Berthaud. Écoutez, nous, quand on fait de la physique, quand on a une estimation à quelques pourcents près, on est déjà très content. Donc vraiment, on peut partir de chiffre de 8 milliards sans vraiment tergiverser. Mais en fait, moi, j'estime, je ne suis pas le seul à estimer, qu'à 8 milliards, on est déjà en état de surpopulation.
Il y avait Hubert Reeves qui l'avait dit déjà en mars 2020, il y a Jean Covici qui le dit, Sarkozy, Cochet, Antoine Wechter, bon, bref. Mais ça peut se quantifier de combien on est trop nombreux. Eh bien, en fait, il y a l'association WWF qui calcule ce qu'on appelle le jour du dépassement. Oui. Et cette notion qui est fondée sur le concept d'empreinte écologique nous dit que la Terre ne peut produire chaque année sans dégrader qu'un gâteau d'une certaine taille à partager entre tous. Eh bien, en fait, en 2022, on a mangé le gâteau que peut produire la Terre sans dégrader, on l'a mangé au 28 juillet. En 209 jours, on a mangé tout le gâteau. Donc, en fait, on peut faire une règle de 3 et s'apercevoir que si on était 3,6 milliards de moins, eh bien, en fait, il n'y aurait pas eu de dépassement cette année-là. Donc, on peut dire qu'on est trop nombreux, 3,4 milliards pour être exact. Et voilà un chiffre qui me paraît incontournable. Alors là, c'est un grand débat. Vous ouvrez le débat, Jean-Loup Berthaud. Vous ouvrez le débat. Nous sommes trop nombreux pour vous, c'est indiscutable. Je voyais autour de la table. Non. Ah non, bah alors, Gérard François Dumont, vous n'êtes pas d'accord du tout. Écoutez, moi je trouve absolument extraordinaire ce raisonnement parce que j'ai l'impression de lire des textes qui ont 25 siècles, c'est-à-dire des textes de Platon qui expliquaient qu'il y avait trop de monde à Athènes. Et puis, bien sûr, j'ai l'impression de relire Malthus, qui en 1798 parle encore du gâteau. En réalité, il faut quand même rappeler pourquoi nous sommes 8 milliards. Nous sommes 8 milliards parce que l'espérance de vie a considérablement augmenté. Oui. Donc c'est grâce aux progrès qui ont été faits que nous sommes 8 milliards. Progrès en matière hygiénique, en matière sanitaire, en matière alimentaire. Et c'est la raison pour laquelle, moi j'aime à dire que vous savez que le fameux livre de Malthus, qui tient le même raisonnement que celui que nous venons d'entendre est de 1798, mais en réalité, pour l'humanité, le livre le plus important qui a été publié en 1798, c'est le livre de l'anglais Edward Jenner, qui explique comment il est parvenu à mettre au point le vaccin contre la variole, qui a sauvé des millions et des millions de personnes et augmenté considérablement l'espérance de vie. Donc, je rappelle quand même une donnée, l'espérance de vie, il y a 2 siècles, c'est autour de 30 ans. Aujourd'hui, c'est 73 ans, 74 ans. Oui. Donc, bien mondial, entendu, je dis bien mondial. La moyenne mondiale. Ça a considérablement progressé ces 30 dernières années, d'ailleurs. Alors, vouloir revenir, par exemple, comme certains le souhaiteraient, à 500 000 habitants, je rappelle que c'était la thèse d'un Américain qui a eu beaucoup de succès, d'ailleurs. Ça supposerait évidemment de sacrifier toute une partie de la population. Vous rappelez d'ailleurs que le commandant Cousteau avait expliqué qu'il faudrait supprimer 300 000 personnes par jour. Ouais. Bon, Emmanuel Pons. Oui, alors il y a 3 grands problèmes, je dirais, dans ce qu'on a dit, dans ce que Monsieur Berthaud a dit. Déjà sur ce jour du dépassement, il est fondé sur l'empreinte écologique, qui est un indicateur assez imparfait, qui additionne des choux et des carottes. Et si par exemple on réglait le problème du climat, il y aurait plus de jour du dépassement. Alors qu'en fait, il y a plein d'autres problèmes écologiques. Donc ce jour du dépassement ne nous dit pas ce que serait un monde soutenable, il nous donne juste une indication qui permet de comparer à la louche des différents impacts entre différents pays. Après, il y a ce raisonnement de si on était 2 fois moins, on polluerait 2 fois moins. Alors ça pose plein de questions, parce que on peut se dire toute chose égale par ailleurs. Mais l'histoire de l'humanité, elle n'est pas toute chose égale par ailleurs. Et on a bien compris que dans ce sujet de l'écologie, en fait, les choses ne resteront pas égales par ailleurs et il faudra un certain nombre de changements profonds de société. Ce qui veut dire que les écologistes sont divisés sur la question, évidemment. Bien sûr, la grande majorité des écologistes, en fait, évitent ce sujet et se méfient justement pour tous ces accents. Jean-Loup Berthaud, défendez-vous. Alors, écoutez, on a parlé de la Terre qui produit un gâteau. Voilà, ce gâteau, il y a peut-être 2 solutions. Soit on est très nombreux et chacun a une petite part de gâteau, soit on est moins nombreux et on a une plus grosse part de gâteau. Eh bien, franchement parlant, une plus grosse part de gâteau, c'est mieux, on est plus heureux. Donc, moins nombreux, on serait plus heureux. Oui, mais Jean-Loup Berthaud, il faut répartir les parts de gâteau. C'est quand même une question de répartition des parts de gâteau. Et puis, vous allez m'expliquer comment vous faites pour qu'on soit moins nombreux. C'est très facile. Pour être moins nombreux, il ne faut surtout pas tuer des gens. Ça, on est absolument d'accord. Oui. Et donc, vous n'avez un seul facteur sur lequel vous pouvez agir, c'est réduire la natalité.
qui est Mais elle est encore... déjà en train d'être réduite, non? Alors, elle réduit, mais on voit bien qu'elle réduit pas assez vite. La transition démographique qui consiste à dire que quand la mortalité infantile baisse, eh bien, il faut ajuster son nombre d'enfants à cette nouvelle donne. Cette transition démographique ne s'est pas installée. Elle s'est installée dans beaucoup de pays, mais dans certains pays, elle ne s'est pas encore installée, en particulier dans les pays en Afrique et en Asie. Et donc, c'est ça qui nous fait, en fait, augmenter la population en permanence. Alors, il y a des moyens d'agir. Je suis pas le seul. Tout le monde le dit qu'il y a des moyens d'agir sur. Il faut procurer, par exemple, la contraception gratuite à l'ensemble des femmes qui le désirent. Alors, il y a une étude qui montre que, en fait, si on procure la contraception gratuite à 218 millions de femmes qui n'y ont pas accès pour l'instant parce qu'elles n'ont pas les moyens, eh bien, on évite 76 millions de grossesses par an et on évite 21 millions de naissances non désirées par an. Ce 21 millions par an, ça représente exactement le quart de l'excès de population à l'heure actuelle, puisqu'il y a 81 millions de plus chaque année qui tombent sur la Terre et qu'il faut mettre quelque part. Il y a 230 000 personnes qui tombent sur la Terre tous les jours. Et puis, ça fait 80 millions, 84 millions en espace d'un an, c'est-à-dire plus que l'Allemagne à peu près. Bien, bien. Nous allons poursuivre ce débat, mais j'observe une petite pause, il est 11h13. Et puis, tout à l'heure, nous allons recevoir donc Jean-François Riffaut, qui est directeur d'Action contre la faim, parce que la faim dans le monde, évidemment, c'est un sujet majeur. Il est 11h13, vous allez répondre à la thèse. Mais oui, mais je le sens, je le sais, la thèse de Jean Louberteau. Dans un instant, 11h13, vous êtes sur Sud. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Nos invités, Jean Louberteau, qui est par Zoom chercheur spécialiste des atmosphères planétaires au CNRS, Gérard-François Dumont, qui est géographe, économiste et démographe, président de l'association Population et Avenir, Jean-François Riffaut, qui nous a rejoint, directeur d'Action contre la faim. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci. Et puis Emmanuel Pont, qui est ingénieur, auteur du livre « Faut-il arrêter de faire des enfants pour sauver la planète ?» Gérard-François Dumont, vous avez entendu la thèse de Jean Louberteau. Vous voulez encore lui répondre? Oui, bien entendu, parce que je crois qu'il faut tenir compte des réalités et des faits. Et les faits, ils sont têtus. Le premier, ça m'oblige à donner quand même quelques chiffres, si vous le permettez. Le premier, c'est que la fécondité dans le monde, en 1950, était de 5 enfants par femme. En moyenne mondiale, 5 enfants par femme. Oui. En 1950. Oui. Aujourd'hui, nous sommes à 2,3 enfants par femme en moyenne mondiale. En moyenne, tout pays, tout pays pris en confondu. compte. Donc, vous voyez la baisse absolument considérable de la fécondité, plus de moitié. Ça, c'est le premier élément qu'il faut préciser. Deuxième élément, on ne peut pas employer le terme de surpopulation. Parce que d'abord, c'est une notion qui est relative. Si évidemment, dans cette pièce, vous voulez mettre 400 personnes, vous n'y arriverez pas. Mais pour une raison bien simple. Supposez qu'il y ait un gouvernement mondial. Oui. Et ce gouvernement mondial dit, voilà, je ne veux plus personne en Afrique, plus personne en Europe, plus personne en Asie, plus personne en Océanie, plus personne en Amérique latine. Et les 8 milliards d'habitants, on les oblige à tous habiter aux États-Unis. Alors vous allez me dire, mais ils vont être serrés comme dans une boîte de conserve. Eh bien pas du tout. La densité des États-Unis serait inférieure à la densité actuelle de la région Île-de-France, qui a toute une partie de son territoire qui est rurale, comme chacun le sait ici. Bon. Et puis, troisième élément, il faut insister sur la qualité de la gouvernance. Ce qui fait défaut, malheureusement, dans de nombreux pays qui ont du mal à sortir de la trappe de la pauvreté, ou à améliorer leur développement, c'est la mauvaise gouvernance. Je prends un exemple. En 1962, le taux de mortalité infantile à Singapour est supérieur à celui de l'Algérie. Cette même année, le PIB par habitant de Singapour est inférieur à celui de l'Algérie. Bon, vous savez les différences de gouvernance qu'il y a eu depuis entre ces deux pays, et Singapour est devenu un tigre économique et compétitif. Donc l'importance de la gouvernance est absolument essentielle. Oui, un tigre, mais peut-être un tigre qui pollue, non ? Alors, Emmanuel Pont. On a cette question effectivement du poids écologique. Alors c'est très bien d'aider ces pays pauvres globalement, parce que c'est vrai que c'est des pays pauvres qui sont en cours de transition démographique, d'ailleurs très majoritairement en Afrique. Ça pose déjà des questions politiques, parce qu'aujourd'hui, à quel point est-ce qu'on doit forcer la main
de pays pour réduire leur natalité, changer leur culture, etc. C'est un sujet qui a une histoire assez sombre avec plein de contraintes, d'interventions qui n'ont pas fini. Il n'y a pas si longtemps, il y a Emmanuel Macron qui a dit que ça servait à rien d'aider des pays qui ont 7 enfants par femme. Ça a fait grincer des dents, forcément. Surtout qu'il n'y en a aucun. Aucun pays qui a 7 enfants par le femme. Niger est pas à peu près par là. Même le Niger est en dessous. Même le Niger est en dessous. Après, c'est des pays qui aujourd'hui ont un impact écologique très faible. Quand on prend, on calcule par exemple les émissions de CO2. Si on prend les pays qui ont plus de 3 enfants par femme, ils ont 20% de la population, mais seulement 3% des émissions. Donc aujourd'hui, ils sont très loin des pays riches et ils sont très loin de les rattraper. Et enfin, on a le fait que toutes ces politiques qui sont souhaitables, d'aider à l'éducation, à la santé, à l'égalité homme-femme, au planning familial, en fait, c'est aussi des politiques de développement économique. Et oui. Et donc ça rend plus riche. Et ça annule en grande partie l'effet de la réduction de population, qui est du coup très difficile à voir. Et donc je pense que c'est des choses qui sont à aider est souhaitable en elle-même, mais il faut absolument pas en attendre de miracle sur le plan écologique. Donc sur le terrain écologique, l'aide au développement, c'est dangereux ou c'est... c'est pas forcément dangereux, c'est neutre. Mais ça aggrave, ça peut aggraver la situation. Ça peut aggraver, mais je pense qu'il faut bien être conscient que justement dans ce grand débat du partage du gâteau, aujourd'hui les pays riches en prennent une part gigantesque et que il faut laisser les pays pauvres se développer et avoir une part plus importante. Non, mais tout dépend du mode de développement. Si vous regardez par exemple les émissions de CO2 selon les pays, elles sont extrêmement variables, y compris selon les pays du Nord. Prenons un exemple de nos voisins. Qu'est-ce qu'a fait la Suisse ? La Suisse a développé énormément le fret ferroviaire. Et à l'époque, vous vous rappelez peut-être que le ministre de l'équipement français considérait que les Suisses avaient tort de développer le fret ferroviaire. Donc résultat, la Suisse, très peuplée, a des émissions de CO2 par habitant beaucoup plus faibles que ceux des autres pays européens. Bien, mais je voudrais, la Suisse, mais le territoire, ça n'a rien à voir, par exemple, avec l'Afrique. Prenons ce continent. 1,3 milliard d'habitants aujourd'hui, 2,5 milliards en 2050. Un être humain sur 4 vivra en Afrique en 2050. Donc je veux bien que la natalité baisse, mais en Afrique, il y aura problème pour donner à manger à tous, et puis problème pour la préservation de la planète. Mais si je peux me permettre, donner à manger à tous, c'est pas parce qu'ils sont nombreux qu'ils ont faim, c'est parce qu'ils sont pauvres. Et donc le sujet, il est d'abord là, c'est-à-dire que on ne voit pas de corrélation entre la croissance du nombre d'habitants sur Terre et la croissance du nombre de personnes qui ont faim. En revanche, on voit une corrélation très stricte entre l'accentuation de la crise climatique et le nombre de personnes qui ont faim, une corrélation très stricte entre le nombre de guerres et de crises et le nombre de personnes qui ont faim, une corrélation très stricte entre la richesse, en tout cas l'augmentation de la pauvreté et l'augmentation de la faim, une corrélation très stricte entre le manque d'accès à des systèmes de soins et l'augmentation de la faim, une corrélation très stricte entre l'inégalité de genre et l'augmentation de la faim, etc. Donc le point clé qu'il me semble important d'affirmer ici, c'est que ce n'est pas parce que nous sommes plus nombreux sur Terre qu'il y a plus de gens qui ont faim. Les gens ont faim parce qu'ils sont pauvres. C'est ça le point d'entrée, le point de départ. Et au surplus, le monde produit à peu près 5 milliards de tonnes d'aliments prêts à consommer, 5 milliards de tonnes d'aliments. Il engage 30%, et donc avec les 70% restants, il nourrit 7 milliards d'habitants. Il y en a 8 milliards d'habitants, il y en a 1 milliard qui ne mange pas à sa faim. Donc avec 70% de ce que le monde produit, on arrive à nourrir 90% des hommes et des femmes sur Terre, sachant qu'il y en a 10% qui ne mangent pas. Donc on gage 30%. Avec ces 30%, on voit bien qu'on pourrait non seulement nourrir les 10% qui ne mangent pas à leur faim, mais qu'on pourrait nourrir 20% de plus. Donc la question de la quantité de personnes sur Terre par rapport à la faim est une question à laquelle on répond en disant oui, peut-être, mais d'abord réglons les questions systémiques de développement, d'accès à la richesse et globalement de développement humain. D'autant plus que la réalité est simple, certains ne mangent pas assez à leur faim, et d'autres mangent trop dans notre monde. Alors c'est la question de l'inégalité. C'est la question aujourd'hui. On a autant de personnes suralimentées que de personnes sous-alimentées. D'ailleurs, vous savez que l'espérance de vie diminue aux États-Unis. Les deux causes fondamentales, c'est le développement de l'obésité.
avec la morbidité, la surmortalité que ça engendre, et la consommation de drogue. Donc, très clairement. Donc, vous parliez des chiffres d'augmentation de la population de l'Afrique. D'abord, il faut rappeler que l'Afrique est un continent très peu peuplé, à très faible densité de population. Deuxièmement, il est en train de connaître sa transition démographique. Nous l'avons connu aussi. Rappelez-vous qu'au 19e siècle, la population de l'Angleterre a été multipliée par 4. Et personne n'en parle. Bon, donc vous voyez ce qu'il en est. Quel est le pays au monde dont la population a le plus augmenté depuis 2 siècles ? Les États-Unis. Les États-Unis. De 5 millions à 320 millions. J'ai pas l'impression que la pauvreté se soit forcément accrue depuis. Donc en fait, d'autant plus que dans le monde, la pauvreté a régressé. Oui. Le taux de pauvreté a régressé. Oui, mais les inégalités se sont accentuées, vous le savez, mais moi ce que j'ai envie de proposer, c'est qu'on ne reste pas à la surface des choses. Ne regardez que le nombre d'habitants et le nombre d'humains sur Terre, c'est regarder la surface des choses. Regardons, et c'est le même problème par rapport à la crise climatique et à la nécessaire transition climatique. Faisons, et je vous entendais dire tout à l'heure à propos du développement, mais faut-il ne pas aider au développement parce que le développement serait fatalement producteur d'effets négatifs sur le climat. Oui, si on continue selon le modèle actuel, oui. Mais l'enjeu aujourd'hui, c'est de passer de la surface à la densité des choses et de regarder dans la densité des choses nos modes de vie sur Terre aujourd'hui. Et donc, on est bien placé chez Action contre la faim pour savoir, on est présent dans 50 pays et des pays sous-développés pour l'immense majorité d'entre eux. On est bien placé pour être au croisement entre la nécessaire prise en compte de la crise climatique, mais en même temps, l'accomplissement du développement. Et donc, aujourd'hui, notre équation, c'est de nourrir des personnes, mais de faire en sorte que les populations puissent être autonomes dans leur vie, donc vivre dans un pays qui se développe, sans pour autant le faire selon des modalités qui étaient les nôtres ici et qui ont conduit à la crise climatique. Et donc le sujet, c'est la transition de notre système, de nos modes de vie, et en l'occurrence sur les questions alimentaires, de notre système de production alimentaire. Le système agroalimentaire mondial produit 30% des gaz à effet de serre qui sont la cause de la crise climatique. Et en même temps, il ne nourrit pas totalement la population, comme je viens de le dire tout à l'heure. Donc on est quand même... Et troisièmement, la crise climatique est un des facteurs importants de la faim dans le monde. Donc on voit bien qu'on est là sur un cercle vicieux, et que le sujet, c'est de changer les termes de ce cercle pour en faire un cercle vertueux, mais on ne le fera pas on ne le fera pas sans changer les modes de consommation, de production et de vie sur Terre. Bien, il est 11h27, nouvelle pause, et nous nous retrouvons dans 2 minutes. Tiens, Laetitia a envie de s'exprimer, 26 ans, secrétaire médicale à Marseille, et Laetitia vient de nous appeler, et Laetitia a eu raison. 0826 300 300, à tout de suite. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, nous sommes sur Sud Radio et nous parlons démographie avec Emmanuel Pont. Vous avez une petite remarque à faire à propos de l'économie de proximité, l'agriculture de proximité, la culture de proximité, la consommation de proximité. Oui, alors on parlait de justement comment nourrir cette humanité. Et Jean-François Riffaut qui a parlé. Les grandes pistes, il y avait manger plus local et aussi manger moins de viande, qui est un des grands leviers. Et on se rend compte en fait que le transport, c'est quelque chose qui est extrêmement efficace. Aujourd'hui, c'est 5% du bilan carbone de l'ensemble de l'alimentation, ce qui est pas rien, mais qui est relativement réduit par rapport à d'autres choses. Et donc finalement, il vaut mieux en général manger des plantes qui viennent de l'autre bout du monde plutôt que de la viande qui vient du champ d'à côté. Il vaut mieux manger un avocat qui vient du bout du monde que du bœuf qui vient du champ d'à côté. Alors probablement, il faudrait voir le bilan carbone exact de cet avocat. Et par contre, ça a plein d'autres avantages de manger des choses du champ d'à côté en termes politiques, économiques, de résilience, etc. Je pense pas qu'on puisse réduire ce débat au bilan carbone. Ça c'est très juste. En effet, il faut surtout pas réduire ce débat au bilan carbone. Et il faut insister sur une notion. D'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'en France, même le titre du ministère de l'Agriculture, désormais, depuis le mois de mai, est ministère de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire. Et que donc cette question de la souveraineté alimentaire répond à l'objectif de produire et donc de consommer autant local que possible,
pour l'ensemble des raisons que vous avez indiquées, et non uniquement pour des raisons d'impact climatique, aussi pour des raisons d'équilibre économique, de développement, etc. Et ça vaut en particulier pour les pays en voie de développement, dont une partie des populations souffrent de la faim, parce que le système agroalimentaire mondial a fait en sorte que leurs terres contribuent à de la production qui leur échappe, et qui vient être soit consommé, soit gâché chez nous, et que donc un des gros enjeux pour lesquels nous nous battons, nous, chez Action contre la faim, c'est de faire en sorte que les communautés locales, je dois rappeler d'ailleurs que 60% des personnes que nous aidons et qui ne mangent pas leur faim sont des paysans. Donc ça, ne serait-ce que même émotionnellement, on ne peut pas l'accepter que des personnes dont la tâche est de produire des aliments, pour les autres, ne sont même pas capables de se nourrir eux-mêmes. Donc la question de la souveraineté alimentaire ne doit pas être regardée que d'un point de vue de crise climatique, mais doit être regardée comme un enjeu de système et qui, à mon avis, est une des grandes solutions pour répondre aux questions de la faim dans le monde. Gérard-François Dumont, vous voulez ajouter quelque chose ensuite? Quand même un point important, c'est-à-dire malheureusement dans beaucoup de pays du Sud, les pouvoirs publics ont eu de mauvaises politiques agricoles et ont encouragé à fond des cultures d'exportation, quitte à détruire des parcelles de cultures vivrières qui permettaient de nourrir la population. Alors heureusement, il y a parfois des pays ou des régions où il y a un retour à des cultures vivrières, mais malheureusement, c'est un travail à faire. Bien, Laetitia nous a appelé de Marseille. N'hésitez pas, faites comme Laetitia, 0826 300 300. Bonjour Laetitia. Bonjour à tous. Vous avez 26 ans, vous êtes secrétaire médicale et vous ne souhaitez pas avoir d'enfant. Pourquoi ? Déjà, avec tout ce qui se passe en ce moment, honnêtement, ça donne pas très envie. Oui. Déjà, avec le prix qui augmente, qui fait qu'augmenter de partout, ça devient compliqué. Le fait qu'on soit beaucoup sur cette planète et qu'on n'arrive pas à subvenir à tous les besoins de tout le monde, ça donne vraiment pas envie. Avec ça donne pas envie. Non. Oui. Parce que je préfère subvenir à un besoin, au pire de faire des dons, etc., plutôt que de faire un enfant et peut-être que j'arrive pas à subvenir à son besoin parce que la vie commence à... C'est une forme d'angoisse, Laetitia. C'est ça, on va dire ça. Oui. Mais je comprends très bien. Restez avec nous. Jean-Loup Berthaud, qu'est-ce que vous en pensez ? Elle reflète une opinion qui est partagée en France. Il y a un sondage de l'IFOP qui vient d'être fait au mois d'octobre 2022 pour les associations Démographie Responsable et Écologie Sans Frontières. Pensez-vous que la planète est surpeuplée ? Oui, à 72%. Donc, je ne suis pas le seul à le penser. Et Laetitia, elle pense aussi la même chose. Alors, j'essaie de l'encourager quand même à faire un enfant ou un enfant et demi, si c'est possible. Un enfant et demi, ça va être difficile, mais un enfant, oui. Ça procure une joie qui est inestimable. Mais maintenant, pour revenir, disons peut-être à l'Afrique et au problème de la faim, je voudrais revenir sur la charte de Ouagadougou en 2017. Il y a eu 17 pays de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest qui ont considéré que trop d'enfants par femme, c'est un obstacle au développement économique. Et donc, ils prennent l'engagement solennel d'inviter les pays de la CEDEAO, la Mauritanie et le Tchad, à œuvrer pour faire baisser leur indice synthétique de fécondité à 3 enfants par femme au plus d'ici 2030. C'est aller à marche forcée vers la transition démographique. Et on ne peut saluer que ces États. Ces États sont demandeurs qu'on les aide. Et donc, la crise est tellement énorme, les crises sont multiples et il faut agir sur tous les leviers simultanément. Donc, en particulier, le levier démographique. Ça ne suffira pas, évidemment, mais le levier démographique, il est, au fond, assez peu coûteux. J'ai parlé de 6 milliards par an d'aide des pays riches aux pays pauvres. Et en fait, ces 6 milliards, ils peuvent très bien être pris sur les 100 milliards d'aide des pays riches aux pays pauvres qu'on a promis à la COP 21, avec l'argument que, effectivement, plus on est nombreux, plus on émet de CO2. Donc, il y a quand même une liaison, qu'on le veuille ou non, entre le nombre d'habitants et le changement climatique. Alors, pour ce qui est, par exemple, de la production de CO2 des Africains, elle est nettement plus faible que celle de l'Europe. Elle est, disons, peut-être à peu près la moitié
moitié, un peu moins de la moitié, mais ça va, alors qu'en Europe, en fait, cette production de CO2 par habitant baisse actuellement, eh bien, en Afrique de l'Est, par exemple, elle augmente de 6,5% par an, c'est-à-dire une croissance exponentielle. Alors, vous n'êtes pas d'accord, Jean-François? Deux choses. Si je ne me trompe pas, je crois que 1% des plus riches produit 70 fois plus de CO2 que 50% des plus pauvres sur Terre. Donc je pense que si on veut tenter de comparer la production de CO2 des pays en voie de développement, et notamment en Afrique, à celle des pays riches, développés, européens notamment, on n'est pas sur un rapport de 1 à 2, on est sur un rapport au moins de 1 à 50, voire de 1 à 100. Et d'ailleurs, c'est un des grands... de vous dire que l'Afrique produit du CO2 environ, je dirais, entre un tiers et la moitié de ce que produit l'Europe des 28. Ça, je vais donc vérifier mes chiffres. Je vais donc vérifier mes chiffres. Et je vais revenir sur un autre point, c'est que... La question, c'est est-ce qu'on regarde la cause ou est-ce qu'on regarde le symptôme? Et il me semble que, et je pense que c'était au Sénégal, c'est une étude que j'ai lue il y a quelques mois, où il y avait une corrélation entre le niveau de développement humain des familles et le nombre d'enfants par femme. Et dans les endroits les plus pauvres du Sénégal, il y avait une région en particulier où le nombre d'enfants par femme en moyenne était autour de 6 ou de 7, et que en capitale, à Dakar, dans des populations, dans des familles plus aisées, plus riches et donc bénéficiant d'un niveau de développement humain de meilleure qualité, le taux de natalité était plutôt de 2,5 ou de 2 enfants par femme. Donc on a tout intérêt. Ce que je veux dire par là, c'est que la cause fondamentale, ne regardons pas encore une fois la surface, regardons l'épaisseur des choses, et la cause, c'est le développement humain. Et donc ne nous inquiétons pas, à mesure que les pays pauvres se développeront, à condition qu'ils se développent selon des modalités qui ne soient pas négatives pour la planète, eh bien on verra le taux de natalité réduire, et donc ne nous inquiétons pas par rapport au nombre de à la quantité de personnes sur Terre. Inquiétons-nous de la répartition des richesses et du niveau de développement harmonieux, notamment pour les plus pauvres d'entre nous qui aspirent à ça. Alors, je voudrais que nous prenions Sandrine maintenant. Sandrine, bonjour. Bonjour à tout le monde. On n'a pas répondu à Laetitia quand même. Oui, vous allez répondre à Laetitia. Ne vous inquiétez pas. Sandrine est là, est à Évian-les-Bains, en Haute-Savoie. Ah, vous avez la chance de vivre au bord du lac. Vous êtes pas mal là, Sandrine. Hein, on est pas mal et on voit ce qui se passe en Suisse. Et une des choses, vous avez parlé tout à l'heure des trains, mais il y a autre chose qui se passe en Suisse, c'est les aides, l'équivalent de la CAF, sont données à partir du premier enfant. Oui. Et je pense qu'en France, ce serait peut-être une bonne solution de se dire le premier enfant existe, on va pas attendre le deuxième, et ça pourrait encourager les gens justement à les encourager à dire j'en fais un, au moins j'en fais un, il existera, et puis de se dire qu'on est peut-être en erreur quand on se dit que on veut toujours une population plus grande. Là maintenant on en a pris conscience, mais il y a un deuxième facteur dont on n'a pas encore pris conscience, c'est que le luxe du futur, c'est l'espace. Donc pourquoi vouloir toujours avoir plus de population en effet, il y a du chômage en France, etc. Mais le problème, il n'est même pas là. Il est qu'aujourd'hui, on construit de partout. On a des logements vides d'un côté, on ne rénove pas, etc. Et on continue de se dire il faut être de plus en plus nombreux. Ça n'a pas de sens. Donc déjà, commençons par la CAF. N'est-ce pas un peu triste quand même de se dire je fais un enfant, j'arrête finalement parce que je veux pas qu'on soit trop nombreux sur Terre. N'est-ce pas quand même d'une immense tristesse? Moi, je trouve, je sais pas. Non, Sandrine. Non, mais peut-être, mais moi je me dis surtout, pourquoi pas commencer par dire que cet enfant-là existe, plutôt que de dire on donne des subventions aux familiales à partir du moment où on a 2 enfants. Oui, je comprends. Allocation familiale dès le premier enfant, ça peut-être ça permettrait de faire baisser la natalité, je ne sais pas, non. Si je peux m'exprimer sur ce sujet, en fait, nous, dans l'association Démographie Responsable, on plaide exactement pour ça, c'est-à-dire effectivement une grosse allocation pour le premier enfant, à peu près la même chose pour le deuxième, et ensuite 0.
zéro. Et c'est parce que notre système actuel, qui a été fondé après la guerre pour essayer de faire beaucoup d'enfants, d'avoir une France de 100 millions d'habitants comme vous le voulez de près, c'était fait simplement pour... Non, mais zéro après, ça paraît difficile. Le nombre de Français au nombre d'Allemands. Alors, Emmanuel Pons. On est autant de Français que d'Allemands. Mais ça, c'est complètement périmé comme situation. Alors, donner des allocations au premier enfant, enfin, donner plus d'allocations au premier enfant, poussera les gens à avoir un enfant plutôt que zéro. Hein, ça les aidera. Par contre, il faut bien être conscient que ces allocations, en gros, elles changent les choix de natalité principalement pour les moins riches. Ça a été mesuré par exemple en Angleterre, qui a beaucoup agi sur ces allocations. Et donc, ça réduit la natalité des à peu près 25% les plus pauvres quand on baisse les allocations. Et par contre, ça a plein d'autres effets. Ça la réduit pas autant et ça augmente fortement la pauvreté infantile, qui après a des effets tout au long de la vie sur le développement, la trajectoire, la criminalité, etc. Laetitia, vous êtes toujours là? Je comprends pas. Oui, je vous écoute depuis tout à l'heure. Alors, justement, vous nous écoutez. Comment réagissez-vous? Moi, je suis entièrement d'accord avec Sandrine pour le coup. C'est que si on mettait beaucoup moins d'allocations, d'aide pour faire des enfants, je pense que ça pourrait réguler un maximum. C'est-à-dire de mettre des aides pour le premier enfant et après, plus on en a, plus c'est dégressif et on n'en a plus. Vous vous rendez compte? Vous écoutez Sandrine et Laetitia, oui. hein? Dites-moi... Écoutez, Laetitia... Gérard-François Dumont... Je crois qu'il faut préciser d'abord un point important, parce que j'ai entendu dire tout à l'heure qu'autour de cette table, peut-être, on voulait plus de personnes dans le monde. Non, c'est pas du tout ça le problème. Le problème, c'est d'améliorer la situation des populations, et en particulier, je crois que tout le monde autour de cette table, comme Laetitia, comme Sandrine, on a envie certainement que l'espérance de vie s'améliore et continue à s'améliorer. Mais elle s'améliore. Elle s'améliore. Donc c'est ça le souhait. On n'est pas accro à un nombre plutôt qu'à un autre. On constate simplement qu'effectivement, quand il y a un certain nombre de progrès qui sont faits, eh bien notre longévité s'allonge et on considère en général que c'est une bonne nouvelle. Alors vous évoquiez, je comprends votre angoisse avec tout ce qui se dit tous les jours dans les médias, qui donne l'impression de vouloir nous faire une peur infernale de ce qui se passe dans le monde. Bon, il faut quand même se rappeler dans l'histoire qu'il y a eu des périodes pour la France beaucoup plus dures que la période actuelle. Et vous évoquez aussi le fait qu'il y a un certain nombre de pauvres dans le monde, environ 1 milliard de personnes sous-alimentées. Mais c'est évidemment dramatique et il faut lutter pour diminuer ce chiffre. Mais quand il y avait dans le monde en 1800, donc avant la transition démographique, 1 milliard d'habitants, il y avait encore plus de pauvres. Et il y avait surtout des famines périodiques parce qu'on n'avait pas réalisé les progrès qu'on a réalisés depuis. Rappelez-vous qu'en France, on avait des années périodiques de famine tout au long de l'histoire de France. Les dernières famines, c'est au XVIIIe siècle. Et depuis le XVIIIe siècle, heureusement, il n'y a pas eu de famine. Alors vous évoquez aussi ces questions d'allocation familiale au premier enfant. Sur le plan de la justice, je vous suis. Sur le plan des besoins des parents et sur le niveau de fécondité, c'est plus difficile de vous suivre. D'abord parce qu'il y a des pays où effectivement on verse des allocations familiales dès le premier enfant. Et on voit que le résultat ne permet pas un bon renouvellement des populations. C'est le cas de l'Allemagne, par exemple, dont on sait que la fécondité est très faible. Oui, et puis mais surtout... Et puis, pas le cas. Surtout, c'est pas le cas en Suisse. Et puis surtout, si vous voulez, ce qu'il faut comprendre, c'est que en réalité, quand on fait des enquêtes fines auprès des couples ou des femmes qui souhaitent un enfant, le véritable problème du premier enfant, c'est plus la conciliation vie professionnelle et vie familiale. Donc c'est plus la question de développer des crèches, de développer des haltes-garderies, de développer des réseaux d'assistance maternelle. C'est ça la priorité. D'avoir une politique familiale. Donc d'avoir des services rendus à ces personnes qui ont un enfant supplémentaire. Bien, il est 11h46, dernière pause et nous terminons ce débat. Sandrine, Laetitia, si vous voulez rester, vous participez, il n'y a aucun problème. À tout de suite. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, Jean-Loup Berthaud est toujours avec nous. Je rappelle, chercheur spécialiste des atmosphères planétaires au CNRS et malthusianiste, disons les choses. Emmanuel Pons voulait lui répondre. Oui, alors je pense qu'il fallait revenir un peu sur les chiffres. Déjà, on met tout l'Afrique dans le même sac et en fait, il y a des niveaux de développement très différents en Afrique. L'Afrique du Nord et du Sud sont nettement plus riches et ont nettement moins d'enfants. Aujourd'hui, la croissance démographique, elle est dans l'Afrique qu'on peut
appeler intertropicale, subsaharienne, etc., qui est beaucoup plus pauvre. Quand on regarde ses émissions de CO2 par personne, et ben en fait aujourd'hui elle stagne. Son développement est très lent. Au rythme actuel, j'avais calculé qu'il faudrait 250 ans, par exemple, pour que le niveau de vie au Nigeria rattrape la France. Et c'est d'ailleurs pour ça que la transition démographique, que la baisse de la natalité y est plus lente. C'est que ces pays mettent du temps à se développer. Et quand on regarde les niveaux d'émissions par personne... Plus on se développe, pour que l'auditeur comprenne bien, plus on se développe et moins on fait d'enfants. Oui. Voilà, c'est ce phénomène de transition surtout, démographique. Plus on fait des progrès pour abaisser la mortalité infantile et la mortalité maternelle. Oui, allez-y. Voilà. Après, il y avait cette question, est-ce qu'il faut aider ces États ? On en avait parlé avant. Oui, c'est quelque chose de souhaitable et de développement. Mais là encore, il ne faut pas en attendre de miracle sur le plan écologique. Et je pense que ce raisonnement de « il faut tout faire » est assez dangereux. Il ne faut pas tout faire. Il faut faire des choses qui sont souhaitables. Si on voulait tout faire, par exemple, supprimer l'humanité, ça serait extrêmement efficace pour sauver l'environnement. Bon, personne ne veut supprimer l'humanité. Il y a une minorité de gens. Ça ne sauverait pas forcément l'environnement. L'environnement a besoin d'être entretenu et il faut des hommes pour l'entretenir. Alors, pas entièrement, mais bon, autre débat. Mais en fait, il faut pas tout faire. Il faut faire des choses qui sont efficaces, souhaitables et qui bénéficient aux gens. Et donc là-dessus, si on se rend compte que réduire la natalité est pas très efficace et pose des questions, est-ce que c'est une bonne raison de le faire ? Je pense pas. Bien, Laetitia, Sandrine. Sandrine, vous vouliez ajouter quelque chose, je le sens. Vous me connaissez déjà bien. Mais Sandrine, oui. Non mais vraiment, pour moi, c'est même pas un sujet. Je comprends pas que le premier enfant n'existe pas, ne soit pas comptabilisé par la CAF. C'est quelque chose de très surprenant pour des raisons diverses et variées. Il y a beaucoup de personnes c'est peut-être des raisons financières, c'est peut-être des raisons, budgétaires. Non, pas forcément. Il existe. Et ça peut être aussi parfois pour pousser les familles à avoir 2 enfants, disait. Je pense que c'est probable. Je suis vraiment pas un spécialiste du point, mais c'est probablement issu d'une politique de... Non, mais l'idée, c'est plutôt de financer la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale. Donc, à partir du moment où vous auriez une allocation familiale dès le premier enfant, ça va représenter une masse financière tout à fait considérable et ça va abaisser forcément les moyens qui seront donnés pour les crèches, les relais assistantes maternelles ou les haltes-garderies. Donc, on ne peut pas non plus tout faire. Voilà, donc c'est le choix qui a été fait. Et d'après les enquêtes, c'est quand même ce qui correspond au choix des Français et aux besoins des Français. Bon, Sandrine. Non. Vous ne pouvez pas dire que les CAF ne connaissent pas les premiers enfants, puisqu'ils connaissent les contrats de crèche, ils mettent en œuvre un certain nombre d'allocations. Il existe quand même un certain nombre d'allocations à la naissance également, qui concernent le premier enfant aussi. Donc on ne peut pas dire qu'il est méconnu dans notre pays. Bien, merci Sandrine. Laetitia, vous voulez ajouter quelque chose ou pas ? Un petit peu, oui. C'est-à-dire que si déjà les grandes surfaces arrêtaient comment dire, pour les fruits et légumes, d'avoir des normes en fait. S'ils sont trop grands, s'ils sont pas beaux, exprès pour que ce soit plus vendeur, et qu'ils acceptent absolument la marchandise de tous les producteurs, je pense que ça pourrait déjà subvenir à beaucoup plus de l'apparence. Non, mais ça, c'est très vrai, Laetitia. C'est le concret, l'apparence du fruit ou du légume qu'on n'achète pas parce qu'il n'est pas beau. Il peut être très bon. Il y a des analyses très sérieuses. Merci Laetitia. Très sérieuses. Oui, merci Laetitia, parce qu'il y a des analyses très sérieuses qui montrent que une partie de la gâche, des produits gâchés, notamment et en particulier pour les fruits et légumes, est fondée sur l'apparence. Il y a un terme en anglais, c'est ugly vegetables, et en gros, les légumes laids, en gros, sont jetés. Voilà. Et donc en effet, moi j'approuve beaucoup ce que vous dites. Je pense que la question de la normalisation de tout ce que nous consommons est une question qui est très encadrante, qui rend probablement des services à la performance industrielle, mais ne rend certainement pas des services au bon partage de la richesse et au bon accès à l'alimentation de tous. Et donc moi je suis très très en faveur d'abord d'une rationalisation de la production et
surtout d'arrêter de gâcher, parce que et d'arrêter de gâcher et de mieux répartir. Mais la normalisation ne rend pas service à notre société. Je vais encore plus loin, c'est un autre débat. C'est un autre débat, mais c'est intéressant aussi. D'ailleurs, c'est intéressant quand même de noter que le ministère de l'Agriculture, vous l'avez dit tout à l'heure, s'appelle aussi de la souveraineté alimentaire. On vient de mettre le mot souveraineté au moment même où on a perdu notre souveraineté alimentaire qu'on avait eue pendant plusieurs décennies. Oui, cette normalisation, Emmanuel Pont, je trouve que c'est très intéressant parce que là, contrairement aux réflexions un peu simplistes de si on était 2 fois moins, on polluerait 2 fois moins, on arrive dans des mécanismes qui sont plus dynamiques de, par exemple, cette norme consumériste où le fait que des entreprises vont jeter des choses qui sont bien parce que c'est rentable, et donc ça, qu'on soit plus ou moins, ça sera toujours le cas. Une pomme qu'on jette parce qu'elle est un peu marquée. C'est ça. Par exemple. Hein, je prends l'exemple de la pomme parce que c'est significatif, me semble-t-il. Oui, et puis il y a aussi toute la question des produits alimentaires que l'on distribue alors que ce n'est pas la saison de ce produit. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait étonnant. Là, Emmanuel Pont va nous dire que c'est pas grave parce que ça fait vivre des producteurs. Pardon. Oui, mais peut-être ça fait vivre des producteurs en Afrique. Non, mais distribuons-le. Dans ce cas-là, distribuons-le en Afrique. Distribuons-en en Afrique. Je voudrais juste conclure de mon point de vue sur un point qui me semble assez illustratif de la complexité, mais aussi de la voie à suivre. Nous, notre problématique en tant qu'ONG humanitaire internationale, c'est en effet d'accompagner le développement des communautés les plus pauvres, sans pour autant que ce développement soit négatif vis-à-vis du climat et de l'environnement, bien entendu. Et donc c'est très important. On est en train on s'est engagé dans une réduction de notre empreinte carbone chez Action contre la faim, alors même que notre métier, notre mission, c'est d'élever le niveau de développement des populations qui donc fatalement vont se mettre à produire plus de carbone. Donc on est dans une équation compliquée et on a un exemple que je dis souvent, c'est d'une famille dans un village au Burkina où la maman fait 5 km pour aller chercher de l'eau au puits et revient 5 km à pied pour amener de l'eau à la maison. Si nous voulons lui donner accès à de l'eau dans son village, là où elle ne produit pas de carbone pour aller chercher de l'eau, il va falloir que nous, on en produise pour lui donner une meilleure qualité de vie, pour lui améliorer l'hygiène de sa famille, pour réduire les maladies et améliorer sa capacité à alimenter ses enfants. Donc l'équation, c'est à la fois de permettre aux populations d'accéder au développement, tout en le faisant selon un modèle qui soit le moins négatif pour l'environnement et pour la nature. Bien, merci à vous tous. Et ça passe très très vite, 1 heure. Il est 11h58. Jean-Loup Berthaud, qui était avec nous, chercheur spécialiste d'atmosphère planétaire au CNRS. Gérard-François Dumont, géographe, économiste et démographe. Jean-François Riffaut, directeur d'Action contre la faim. Emmanuel Pont, ingénieur. Le titre de votre livre, Faut-il arrêter de faire des enfants pour sauver la planète, aux éditions Payot. Merci d'avoir vécu avec nous ce débat et d'être intervenu. Je remercie Sandrine, notamment, que je connais, c'est une auditrice fidèle depuis bien longtemps, que je ne connais pas personnellement, que les choses soient claires. Hein. 11h58, merci d'être avec nous. Allez, entre midi et midi et demi, nous allons parler de toute autre chose. On décoller vers l'espace. Artemis, la plus grande fusée jamais lancée, partie vers la Lune. Pourquoi ? Pour mettre justement un satellite en orbite, un vaisseau spatial, et ensuite pour installer dans un futur une genre de station qui permettrait d'exploiter, d'une certaine manière, la Lune, et notamment l'eau lunaire. Il est 11h59.